Juste avant de commencer, en fait, je vais spécifier que pendant la présentation, je vais dire CAM au lieu de Classical Art Meme pour gagner le 30 secondes de trop qui a fait ma présentation. Alors, j'y vais. Donc, pour la critique d'art, Lester Novak, qui est un personnage fictif du roman de Georges Perec, Un cabinet d'amateurs. Le cabinet de curiosité incarne implicitement une véritable histoire de la peinture, du simple fait qu'il doit se soumettre à l'impératif de la sélection et de la disposition, d'où mon titre. L'organisation interne du tableau procède par convocation d'antériorité sélectionnée sur la base de critères arbitraires et de configurations qui sont contextuelles. Ainsi, le tableau en question, c'est un acte citationnel, mais il ne faut pas omettre que le fait que Kurz, qui est le peintre du tableau, introduit à chaque fois une variation minuscule dans sa composition. Ainsi, copier, c'est pas tout, puisque la variation, en tant que geste interprétatif, donne au tableau sa nouvelle valeur. Bref, en faisant des raccourcis qui vont m'être pardonnés faute de temps, en cette ère mémique qui est la nôtre, la production des CAM se présente à mon sens comme une espèce de Kunstkammer collectif, non seulement en raison de la réorganisation épistémologique qu'il propose, mais aussi en raison du caractère autoréflexif de cette entreprise. Comme le tableau de Kurz, ceux-ci contiennent sans forcément l'énoncer une réflexion sur le mime, tout en supposant une conception particulière de l'art, une conception plus anachronique ou en tout cas plus anhistorique et davantage démocratique. Donc pour ceux qui l'ignorent, rapidement, le CAM, c'est un mime qui est constitué d'images puisées dans un corpus de peinture classique. Donc son créateur mise sur la production d'un effet de connivence. Le potentiel humoristique de l'objet dépend justement de la capacité du récepteur à saisir une référence faite à un contexte culturel. En cela, ces images vont répondre à la logique générale d'une culture du mime, comme on le veut aujourd'hui, notamment en ce qu'on y assiste à une prise en charge et à un détournement collectif des images en circulation. Cependant, la communauté d'interprétants du CAM est double, et on lui demande une double compétence, puisqu'on exige d'elle une certaine connaissance de l'art classique et des références populaires actuelles à la fois. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est un exemple de cabinet d'amateur. Donc, voilà, quelques exemples ici qui convoquent des registres distincts et dont la compréhension idéale n'est possible qu'à partir du moment où il y a circulation ou combinaison entre deux habitudes culturelles. Pour cela, le CAM procède nécessairement d'un effet de désacralisation. Deux effractions sont à l'œuvre dans ces images. La première, qui est assez convenue, consiste à créer un rapprochement entre culture populaire, ici Home Alone, Pac-Man, Batman, et histoire de l'art classique. C'est la même chose qui se produit dans ces mimes-ci. Où il y a autosituation d'une culture méméique qui réfère alors à ses propres codes. La seconde transgression m'apparaît plus intéressante. Elle consiste à enfreindre l'interdit habituel de mutiler ou même de toucher une toile d'art classique. Son capital symbolique incite à sa préservation et pour cette raison même, il devient séduisant, évidemment, de l'altérer. C'est pour cette seconde raison que certains CAM sont transgressifs sans convoquer la culture populaire dans leur contenu, comme ces exemples-ci, où se combinent plusieurs toiles, donc des référents qui sont de même registre d'interprétation. L'éruption du travail mémique ne passe pas tant ici par une référence à la culture populaire ou à la culture mime, mais à une pratique contemporaine, celle du collage, du remix, qui n'a évidemment pas attendu l'apparition du mime pour exister, mais qui trouve un espèce de second souffle en contexte numérique. L'œuvre d'art classique étant généralement un objet horatique préhensible uniquement dans sa dimension scopique, le mime brise cet aspect en enjoignant les internautes à manipuler ou barbouiller la toile d'origine. La tradition de l'interdiction tactile en art classique est donc temporairement levée. Ce qui rend la chose d'autant plus intéressante, c'est qu'en régime numérique, la surface écranique fait en sorte que, par la pixelisation des œuvres, forcément, ces dernières deviennent de facto intouchables. L'impossibilité de mettre le doigt sur la toile n'est plus le fait d'une interdiction, mais d'une véritable contingence matérielle. Pourtant, l'intérêt me semble résider là, c'est-à-dire que ce double interdit tactile se transforme, croirait-on, en une espèce de formidable permissivité. Parce qu'on ne peut pas toucher la toile elle-même, on retouche à répétition sa version virtuelle d'un geste qui est rendu assuré par l'existence du CTRL-Z. L'apparition simultanée de deux œuvres sur la même toile, comme c'est le cas dans les exemples ici, accentue déjà l'une des particularités de ces images. La reproductibilité numérique permet à plusieurs unicités d'émerger et de cohabiter simultanément, sans se disqualifier les unes les autres. La question de la copie et de l'original devient caduque ou, en tout cas, temporairement suspendue, puisque les versions ne s'inscrivent dorénavant plus dans une logique concurrentielle. Évidemment, ce n'est pas que les consommateurs de mimes ignorent à quelle production accorder la préséance. Ils ne sont pas stupides. On n'est pas stupide. Aujourd'hui, nous l'a prouvé. Cette information perd simplement son importance, étant donné que l'enjeu est de rapatrier la culture picturale dans le présent en la projetant dans ce qui peut nous être proche et familier.
Donc, le CAM rejoue les enjeux d'une actualité dans ce qui est fondamentalement perçu comme désuet ou en retrait. En faisant déchoir cette peinture, il la réactualise en permettant son entrée dans un paradigme de la quotidienneté. Et tandis qu'il rapproche en fait certaines réalités, il décanonise en même temps en attachant du doigt ce qui autrement resterait immaculé. En d'autres mots, le CAM se préoccupe généralement pas d'inscrire la toile qu'il cite dans un passé chronologique. Il fonctionne selon un principe d'aplanissement qui voudrait que toutes les références soient placées sur un plan synchronique, ce qui est contre-intuitif à la pratique institutionnelle de contextualisation historique des arts. Mais si, comme le cabinet de curiosité, il abolit une certaine conception de l'histoire de l'art en termes de temporalité successive, il le fait au profit d'une certaine spatialisation. Donc, tout se passe un peu comme si le mime gribouillait directement sur le canevas, une ligne grâce à laquelle, du cri de Munch au bruit d'un écran d'iPhone, une continuité inédite était désormais possible. Mais cette ligne n'est pas ou n'est plus celle du temps. Au contraire, elle le traverse ou le rompt, puisque les relations entre l'étoile et les références culturelles procèdent par accointance, contiguïté thématique ou formelle, s'organisent en réseau. Alors qu'on pourrait s'attendre, dans le transfert de l'exposition à l'écran, à la disparition par aplanissement de la dimension spatiale qu'offrait l'expérience classique muséale, il semble que celle-ci fasse néanmoins retour, en tout cas à mon avis, dans l'organisation d'étoiles entre elles au sein de ce qu'on appelle probablement très justement un cyberespace. Peut-être donc n'est-ce plus tant à une histoire, mais plutôt à un espace de l'art auquel nous avons affaire lorsqu'on parle de culture méméique et des classical art. Merci.